Y'all ready for this? I don't think so. Yeah. Oh, listen to this. Depuis des semaines, l'assèchement du barrage de la Valla paralysait l'activité industrielle de la vallée du Gier. Devant la gravité de la situation, le général Ruby prenait la direction de l'opération pluie, destinée à faire tomber l'eau du ciel sur un pays où le givre et le brouillard s'obstinaient à ne pas se changer en eau. Durant des jours, des équipes de techniciens procédèrent au bombardement intensif de cumulus à l'aide de fusées destinées à provoquer la cristallisation des gouttes d'eau en suspension. Les résultats se firent attendre plusieurs jours. Mais finalement, les fusées du général Ruby eurent raison de la mauvaise volonté du ciel et une pluie bienfaisante s'abattait sur la région. Ce qui s'appelle faire la pluie et le beau temps. Au même moment, entre 1947 et 1952, il y a eu le projet Cyrus aux États-Unis. Et là, on peut voir une voiture donc, qui ensemence à l'aide de neige carbonique les nuages. Voilà, donc elle se balade comme ça à basse altitude. Elle envoie comme avec les canons de iodure d'argent qu'on a en France. Voilà, c'était déjà les prémices de la modification du climat. On continue. L'Office d'aménagement météorologique du territoire a décidé pour la journée de demain, 19 mai 1999, le temps suivant. À la demande du ministère de l'Agriculture, des Flandres à la Seine, précipitations abondantes entre 8h et midi. Cependant, sur la Bretagne et le Cotentin, les vents seront plus forts afin de dissiper rapidement les nuages venus de l'Atlantique et la température sera maintenue à un niveau élevé. À la demande générale, le beau temps régnera dès le matin au sud de la Loire et s'étendra à partir de midi dans toute la France pour le week-end. Pour des raisons encore indépendantes de notre volonté, il nous sera difficile d'éliminer entièrement quelques résidus orageux dans le nord-est. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Tout météorologiste rêve de pouvoir un jour établir un bulletin comme celui-là. Et au fond, les usagers de la météo arrivent à lui reprocher de ne pas pouvoir la leur fournir déjà. Ces nuages dont on peut accélérer l'évolution grâce au cinéma, l'homme sera-t-il un jour capable de les créer et de les diriger à sa guise? Ce serait tellement plus simple. Aujourd'hui, en 1962, il se contente encore de tenter de prévoir le mieux qu'il peut les réactions de la nature. Ces réactions ne sont plus tout à fait des caprices pour lui, mais elles ne sont pas encore non plus tout à fait des phénomènes qu'il peut mettre en équation. Pourtant, il devient de plus en plus nécessaire à l'homme de pouvoir, face à cette nature, être autre chose qu'un être qui la subit. Chaque progrès, chaque découverte, lui impose de domestiquer un peu plus les phénomènes atmosphériques, soit en prévoyant leur évolution, soit en influant sur leur cours. Où en sommes-nous dans ce domaine? Vers quoi nous dirigeons-nous? Visa pour l'avenir vous propose de faire le point. Et donc là, c'est un document de 1962 au Japon, où à l'aide d'avions, ils vaporisent 2 tonnes d'eau colorée en orange, lancée sur les nuages pour faire tomber la pluie. Là, on a les techniciens qui préparent la charge. Voilà, 2 tonnes d'eau avec des systèmes, vous voyez, les bidons, les tuyaux. Par la suite, on va voir le petit dispersant sur le côté. Le petit drain qui permet d'envoyer tout ça. Donc voilà, 1962. On envoyait déjà des produits, même si c'était de l'eau colorée en orange. On faisait déjà tout pour tenter de modifier le climat. Voilà. C'était au Japon. Bon, le document est sans son, donc je vous fais une petite narration, mais voilà. Allez, on continue. Autre sujet d'actualité, la lutte contre la grêle dans le vignoble Beaujolais. Vous connaissez tous les canons à iodure d'argent. Il y a maintenant les avions Pilatus, un système mis sur pied entièrement par la profession. Le résultat semble valable, même dans une année à grêle. L'Union viticole du Beaujolais a pris l'initiative d'une nouvelle action avec intervention aérienne. Monsieur Delourme, quel est le principe de cette défense combinée air-terre?
principe repose d'abord sur la formation de la grêle qui se fait à l'intérieur d'un nuage qui est comme celui-ci, qui est le cumulonimbus. La grêle se forme dans la zone surfondue du nuage autour de noyaux glaçogènes. Il faut donc, pour empêcher les grêlons de grossir, multiplier le nombre de ces noyaux glaçogènes par un ensemencement, et il faut que cet ensemencement parvienne à l'intérieur du nuage. Nous avons pensé que la meilleure façon pour que les noyaux glaçogènes y parviennent, c'était de les y apporter, mais cela se passe à des altitudes assez élevées, c'est-à-dire entre 3000 et 7000 mètres environ. Alors nous avons pensé à deux moyens. L'un, tout d'abord avec des fusées qui permettent d'emporter du produit au moment où se forment les grêlons, à l'intérieur, dans une zone où on ne peut pas aller par d'autres moyens, et d'autre part, par avion, dans la zone où se régénère le nuage, c'est-à-dire à l'avant, et aussi à l'intérieur, par des produits d'ensemencement à l'intérieur du nuage. C'est le principe admis, on peut dire, dans le monde entier, c'est-à-dire l'enrichissement de volume nuageux en noyaux glaçogènes. Mais bien sûr, cela pose des problèmes de signalisation qui nous obligent à avoir recours à l'utilisation de radars pour détecter les cellules orageuses et ensuite des moyens aériens pour emporter le produit au niveau convenable et au sol également une organisation avec des moyens radio qui permettent une intervention rapide dans ces cellules orageuses car la rapidité est à la base de toute réussite dans la lutte contre la grêle. Le jour de l'orage, par exemple, du 9 juin, je crois, eh bien, il y avait tout un front orageux qui se présentait à l'ouest ou au sud-ouest. Eh bien, ce front-là, en principe, n'a pas donné de grêle. Il s'est formé ensuite un nuage qui par la suite, s'est déversé sur le Saint-Lager, Pizet, si vous voulez, mais au moment où un avion était au ravitaillement, qui n'avait pas pu intervenir à temps, alors il est évident que cet orage a grêlé une petite parcelle du Beaujolais. D'ailleurs, M. Mézières, je crois que il avait été donné comme perspective 75% de garantie. C'est ce que nous avions du reste indiqué aux gens et au départ de la mise en place du syndicat de défense, il avait été bien entendu que nous pouvons assurer une protection variant de l'ordre de 50 à 75% de dégâts au sol en moins. Et je pense qu'à ce jour, on est encore loin d'avoir atteint ce chiffre, et je suis même persuadé, et je reste convaincu, que sans cette défense-là, avec la turbulence, avec la violence que nous avons connue cette année, avec le nombre d'orages, ben nous serions arrivés peut-être à une catastrophe qui aurait ravagé la moitié ou peut-être plus de tout le Beaujolais. C'est certain, ça. Et puis, il faut reconnaître quand même qu'on n'a peut-être encore pas les moyens que nous devrions avoir. Oui. Moyens techniques. Moyens techniques. Si nous avions des avions peut-être plus puissants, la possibilité d'utiliser des roquettes, par exemple, on pourrait tout de même se présenter d'une façon beaucoup plus valable devant les orages très importants, comme l'orage qui a ravagé Vaux-le-Péréon. Qu'est-ce que vous voulez, les avions, c'était un fétu de paille dans l'atmosphère, qu'est-ce que vous voulez, ils n'ont pas pu tenir le coup. Il faut espérer que par la suite, nous pourrons avoir des avions plus puissants, puis des roquettes, et puis, enfin, je ne sais pas, moi, quelque chose qui permettra d'attaquer le nuage carrément partout et en tout temps. De toute façon, il faut persévérer dans cet effort et l'intensifier au maximum. Nous avons demandé à M. Delourme de bien vouloir voir ce qu'il pouvait faire dans notre région. Et c'est là que nous avons tenté un premier essai l'année passée. La profession l'a financé entièrement. Et cette année, nous sommes repartis avec d'ailleurs davantage de moyens, encore que nous ne sachons pas encore si ces moyens sont bien suffisants. Mais nous pensons que nous devrions maintenant demander bien sûr un effort de financement aux viticulteurs, mais aussi et encore aux collectivités qui sont intéressées à cette défense grêle. Car effectivement, si l'économie beaujolaise est touchée dans notre région, c'est l'ensemble de l'économie qui est touchée. Par voie de conséquence, les collectivités ont le devoir d'intervenir financièrement dans une telle organisation qui, bien sûr, postule des frais extrêmement importants. Nous allons arriver bientôt à envisager une centaine de millions sans doute. C'est beaucoup demandé à la profession et je pense que les collectivités, qu'elles soient communales, surtout départementales et probablement nationales, auront le devoir de nous aider dans cette entreprise qui, je le répète, conditionne en quelque sorte
le maintien de l'économie beaujolaise et de l'économie régionale. Je voudrais vous faire écouter ce que m'a dit le professeur Henri de Sains, que j'ai rencontré il y a quelque temps à Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées. Henri de Sains, je vous le rappelle, c'est cet inventeur du météotron, véritable usine à faire la pluie. Les Américains, en une étude de prospective, pensent que vers 1990 ou vers l'an 2000, la modification du temps sera économiquement valable. Alors, on peut penser qu'on fera pleuvoir davantage sur les continents que sur les océans et qu'on pourra fertiliser des terres qui aujourd'hui sont incultes. Il existe actuellement plusieurs grands projets qui, s'ils étaient appliqués, modifieraient le climat non seulement de toute une région, mais aussi de plusieurs pays, voire même d'un continent. Oui, les barrages du détroit de Bering, par exemple. Pour mettre la Sibérie en valeur, non? Oui, mais dans ces projets, il faudrait voir toutes les répercussions entraînées, et pas seulement dans le pays que l'on vise. Lorsque le ciel est bleu, les palombes, attirées par le sud, franchissent les cols pyrénéens sans se poser. Les chasseurs sont alors oisifs dans les vallées, mais celui-ci est physicien, et cette absence de gibier lui permet, à cet instant, de concevoir la plus belle invention de sa carrière. Puisque ces fils d'araignée ont retenu des gouttelettes du brouillard de la nuit, pourquoi ne capterait-il pas les minuscules particules de brume ou de nuages qui, jusqu'ici, ont échappé à toute observation directe? Depuis ce jour d'octobre 1946, des savants du monde entier utilisent les fils d'araignée pour maintenir ces particules sous l'objectif des microscopes. Dans son désir d'ordonner le cycle de l'eau sur la Terre, l'homme est assujetti à la connaissance d'une phase importante de ce cycle, la phase atmosphérique, dont les éléments visibles sont les nuages. À leur formation, les nuages sont composés de gouttelettes d'eau de quelques microns. Au microscope, on peut assister à la formation des gouttelettes lorsque l'humidité relative de l'air atteint 100%. Sur des cristaux de chlorure de sodium supportés par des fils d'araignée, un souffle de vapeur provoque la condensation. Inversement, lorsque l'air redevient sec, les gouttelettes s'évaporent en laissant apparaître la particule solide initiale appelée noyau de condensation. Les océans constituent une importante source de noyaux de condensation. Les vagues, en se brisant, produisent de petites gouttelettes qui s'évaporent plus ou moins et envahissent les continents. Elles forment une brune blanche qui se voit en contre-jour sur le rivage. Les noyaux salins sont entraînés dans les courants ascendants qui naissent au-dessus des surfaces les plus chaudes du sol. Après une ascension de 1 à 2 km, l'air refroidi par détente arrive à saturation et de la vapeur se condense. C'est ainsi que se forment les cumulus, nuages d'ascendance reconnaissables à leur base horizontale. L'évolution des nuages est rendue plus visible par la cinématographie accélérée. Ainsi, sur ce fugace fractocumulus, on observe le cycle condensation-évaporation qui se produit aux frontières du nuage.
Pour suivre l'évolution des éléments d'un nuage au sein de l'ensemble du système nuageux, on peut aussi filmer sous un angle plus grand que l'angle visuel. Un artifice assez simple consiste à pointer verticalement la caméra sur un miroir convexe donnant l'image du ciel total. À la faveur d'une forte surchauffe du sol, les cumulus se développent en cumulus congestus et leurs sommets atteignent des régions où la température devient inférieure à 0 degré sans que l'aspect des nuages en soit modifié. Un réseau de fils d'araignées, observé au microscope in situ dans un nuage de montagne, permet en effet de constater qu'à des températures de l'ordre de moins 15 degrés, toutes les gouttes sont encore liquides. On dit qu'elles sont surfondues. Cependant, l'observation de la partie supérieure des grands cumulus révèle parfois un changement de structure. Les frontières deviennent plus diffuses et plus plates. L'exploration de cette région du nuage permet de constater la présence de nombreux cristaux de glace. Le cumulus congestus se transforme graduellement en cumulonimbus, autrement dit en orage. Ce nuage caractéristique, en forme d'enclume, ne contient plus que de la glace à sa partie supérieure. La congélation est un événement capital dans la vie du nuage. Elle ne peut s'opérer qu'en présence de certaines particules appelées noyaux glacogènes. Sur cette lamelle qui porte un noyau glacogène se déposent des gouttelettes de nuages à moins 15 degrés. Le noyau amorce la congélation par contact et on voit aussitôt le petit cristal s'accroître, tandis que les gouttelettes surfondues environnantes s'évaporent. La cause de ce phénomène est un transfert d'eau en phase vapeur vers la glace provoqué par le déficit de pression de vapeur autour de la glace. Le cristal se transforme en flocon de neige et il serait assez gros pour devenir sensible à l'action de la pesanteur et tomber vers le sol, constituant avec ses semblables une précipitation. Les flocons pourront fondre avant d'atteindre le sol. La neige deviendra pluie et cette pluie arrosera la plaine ou allumera les arcs-en-ciel. Ce schéma expérimental a été transposé dans un brouillard qui recouvre la vallée de la Garonne par moins 2 degrés. Le jet de propane jaillissant d'une bouteille se refroidit brutalement et amorce la formation d'un grand nombre de cristaux de glace qui se diffusent dans le brouillard. Chaque cristal grossit aux dépens des gouttelettes voisines et ce sont des flocons de neige qui tombent sur le sol. Les Américains, en une étude de prospective, pensent que vers 1990 ou vers l'an 2000, la modification du temps sera économiquement valable. Bon, mais si la pluie naturelle se fait attendre, est-ce qu'on ne peut pas provoquer la pluie artificielle sur les champs? C'est une très vieille préoccupation sur laquelle Michel Chevalet fait le point. Ce pilote de planeur est un chasseur de nuages, c'est-à-dire qu'aux commandes de son appareil, il va se laisser porter par les courants verticaux de façon à pénétrer à l'intérieur de ces colossales montagnes de vapeur d'eau. Colossales montagnes car un tout petit nuage, c'est 10 000 tonnes d'eau. Métier dangereux où il faut savoir viser juste, savoir choisir son nuage, apprécier la violence des courants d'air, car en cas d'erreur, vous y laissez les ailes. Le but de l'opération est de comprendre le mécanisme de la pluie, de savoir comment on passe de microscopiques gouttelettes que les courants ascendants maintiennent en l'air à de grosses gouttes d'eau qui tombent. À l'extérieur de l'appareil, il fait moins 40 et pourtant l'eau ne gèle pas. Mais dès qu'une impureté apparaît dans le nuage, alors un tout petit glaçon se forme. Tout autour,
c'est le noyau glaçogène, le point de départ de toute goutte de pluie. Un glaçon qui grossit et qui finit par tomber. Si dans sa chute il fond, c'est la pluie. S'ils ne font pas, c'est la grêle. Dès lors, pour déclencher la pluie sur commande, les scientifiques savent ensemencer les nuages avec des cristaux d'iodure d'argent qui jouent le même rôle que les impuretés de l'air. La méthode a fait ses preuves et les Américains l'emploient pour faire avorter les cyclones. Seulement, cette méthode n'est pas sûre à 100%, loin de là. De plus, elle ne marche que s'il y a des nuages dans le ciel, et pas n'importe lesquels, des cumulonimbus. Et ceux-là, l'homme ne sait pas les fabriquer. Pékin dans une tempête de sable. Du sable qui vient du désert de Gobi. Il oblige les Chinois à un nettoyage perpétuel. Alors, pour se passer du jet d'eau fastidieux, les ingénieurs ont décidé de laver la capitale en faisant tomber artificiellement la pluie. La technique consiste à faire décoller cet avion. Au bout des ailes, un dispositif d'aspersion qui laisse échapper des cristaux d'iodure d'argent. Le sel d'argent, en s'accrochant aux particules d'eau, va provoquer un changement moléculaire et là, miracle, l'eau tombe. Notre objectif, c'est de faire pleuvoir en premier dans les régions agricoles dépourvues d'eau. Maintenant, tout le monde le sait, la Chine change sans arrêt. En Chine, parfois, c'est la sécheresse, et après, voilà les inondations. La pluie artificielle pour soulager les services de nettoyage, c'est nouveau. En revanche, voilà plusieurs années que les services de l'État aident les agriculteurs. La pluie ici ne tombe pas assez. On ne peut jamais prévoir quand ça va arriver. Aujourd'hui, l'Empire du Milieu est donc très au point avec cette technique. Mais les Chinois, qui ne sont pas tombés de la dernière pluie, savent qu'elle est coûteuse et qu'elle ne fonctionne pas toujours à 100%. Pour faire tomber la pluie ou la neige, pour réduire la grêle, pour détourner les cyclones, il faut aller sur place, il faut aller en altitude dans les nuages. Alors là, on a commencé à développer un certain nombre de moyens qui vont depuis l'artillerie, les roquettes, enfin les fusées, les avions. Alors, par exemple, voilà un avion d'ensemencement instrumenté. Alors, oui, ici, on voit un système qui produit de l'iodure d'argent. C'est un brûleur d'iodure d'argent pour créer de petites particules. Ici, on a des capsules qui permettent aussi d'envoyer de l'iodure d'argent. Donc, il y a un certain nombre de moyens qui ont été développés. Et donc, des opérations ont été menées. Alors, la majeure partie des opérations ont d'abord cherché à forcer la congélation des gouttelettes. Alors, soit pour faire grossir les particules de glace, c'est un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure, donc créer des congélations de quelques gouttelettes dans un milieu où il y a énormément de gouttelettes liquides. Et donc des projets ont été menés. Les projets les plus connus sont les expériences israéliennes qui ont duré une trentaine ou une quarantaine d'années, avec des résultats qui annonçaient des augmentations de précipitations de l'ordre de 12%. Donc vous voyez, c'est quand même pas faire la pluie quand il n'y en a pas. Et encore, ces résultats aujourd'hui sont contestés. Les méthodes utilisées, les méthodes de validation utilisées ont été relativement contestées ces derniers temps. Une autre méthode utilisée, donc, c'était de congeler les gouttes, non pas pour accélérer la croissance des particules de glace, mais pour bénéficier de l'énergie de congélation. Quand les gouttes d'eau liquide se congèlent, elles libèrent une quantité de chaleur latente importante. Et donc, ces projets ont essayé non pas de congeler quelques gouttes, mais de congeler la totalité des gouttes des nuages. Donc, ça demandait des quantités de matériaux mis en jeu très, très importantes. Et donc, un certain nombre d'opérations ont été menées il y a pas mal d'années en Thaïlande, au Texas, en Floride. Autre méthode, on a vu arroser les nuages. Alors, arroser les nuages, c'est l'arroseur arrosé, hein, puisque alors, arroser les nuages, c'est assez compliqué. D'abord, il faut transporter de grandes quantités d'eau. Ensuite, c'est le tuyau qui est long. Hein. Comment ? C'est le tuyau qui est long. Ensuite, il faut arriver à pulvériser cette eau en minuscules particules.
Et puis ensuite, il faut espérer récupérer en bas plus d'eau qu'on en avait envoyé, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'il y a une forte probabilité, s'il manque d'eau, c'est qu'on est dans une atmosphère assez sèche et que l'eau qu'on a envoyée à partir de l'avion, il y a de fortes chances qu'elle soit évaporée avant d'atteindre le sol. Et donc, des méthodes, disons, plus à la mode aujourd'hui, c'est l'utilisation de sel, l'utilisation de poussière hygroscopique. En particulier, on s'était rendu compte que les nuages qui passaient au-dessus d'usines de pâte à papier avaient des gouttes qui étaient beaucoup plus grosses et quelquefois donnaient un peu plus de précipitations que les nuages des régions avoisinantes. Et donc il y a un certain nombre d'opérations qui se sont développées, en particulier en Thaïlande, en Afrique du Sud et au Mexique. Alors ces opérations ont donné des résultats assez surprenants. C'est-à-dire qu'en principe, on s'attendrait à ce que les ensemencements, s'ils fonctionnent, créent de la pluie dans les minutes qui suivent. Et là, dans les 3 cas, on a observé un peu plus de précipitations, non pas dans les minutes qui suivent, mais dans les heures qui suivent, disons 5, 6, 7 heures après. Alors, reportage, où et quand faire pleuvoir, voilà une enquête que j'ai menée avec Irina Golovkova. Décider où et quand il va pleuvoir. Nous sommes à 50 km de Moscou et cet avion, un Antonov 26, remplit une mission surprenante. Équipé de diffuseurs chimiques, il vole dans les nuages et doit y déclencher la pluie. Notre produit est fait pour provoquer la concentration de l'humidité dans le nuage, de telle manière à déclencher la pluie dans une zone précise. Décollage direction les nuages à quelques kilomètres d'altitude. Le cocktail russe, azote liquide et iodure d'argent, entre autres, est prêt. Lorsque la nébulosité détectée est suffisante, le cocktail est diffusé. Parfois, les militaires en rajoutent même une quantité supplémentaire manuellement. Un budget proche de 4 millions d'euros est consacré chaque année à ces opérations. Il y a pas mal d'opérations qui ont été menées il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années pour essayer de détourner les cyclones tropicaux. En particulier, une des premières expériences, qui était une très grosse expérience aux États-Unis, avait pour nom Storm Fury. Sur les cyclones tropicaux, bon, vous pouvez observer donc ce genre de système. Vous avez des enroulements de cumulonimbus autour d'un œil. Et eh bien, les vents sont beaucoup plus importants près de l'œil. Alors pas au centre de l'œil, mais près de l'œil, dans cette zone-là, les vents sont beaucoup plus importants que si on se situe beaucoup plus loin. Et donc les opérations avaient pour objectif d'essayer de renforcer les cumulonimbus qui se trouvent dans la zone extérieure ici, pour que l'alimentation de ces cumulonimbus renforcés ait tendance à affaiblir ceux qui se trouvaient près du centre. Alors globalement, si vous voulez, donc les opérations qui étaient menées visaient à ensemencer les nuages dans cette région-là, non pas un ensemencement pour détruire les nuages, mais au contraire pour les amplifier. Alors comment les amplifier? Eh bien, souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une méthode dans laquelle on essayait d'utiliser l'énergie de congélation des gouttelettes d'eau liquide. Donc dans ces opérations, les opérateurs faisaient des ensemencements massifs à base d'iodure d'argent pour essayer de congeler toutes les gouttes d'eau liquide et faire en sorte que ces gouttes, en se congelant, libèrent assez de chaleur pour réchauffer l'air. Et cet air devenant plus chaud, eh bien, devait monter beaucoup plus vite et beaucoup plus haut et donner des nuages beaucoup plus violents. Alors voilà un peu un schéma sur une coupe. Voilà le type de système que l'on peut observer avant l'intervention, avec l'œil au centre, avec les systèmes les plus violents qui sont relativement proches de l'œil, et l'espoir, en ensemençant ces régions-là, qui sont les régions donc un peu éloignées, eh bien l'espoir, c'est que ces régions se développent suffisamment pour affaiblir les régions internes, qui sont très proches de l'œil, et avoir donc des systèmes où les vents sont beaucoup moins violents. Si vous voulez, c'est un peu l'histoire du patineur. Hein, le patineur qui est en train de tourner, lorsqu'il écarte les bras, il tourne lentement. Lorsqu'il les rapproche du corps, il tourne beaucoup plus vite. Et
En gros, eh bien, on se dit que dans ce système, si les vents sont émis par des systèmes qui sont très très proches du centre, ils vont être très rapides, et au contraire, si on arrive à les écarter, eh bien, on va se retrouver dans un système qui tourne plus lentement et avec des vents moins violents. Donc, de nombreuses opérations ont été menées à l'époque. Alors, les résultats de ce type d'opération sont loin d'être concluants pour diverses raisons. D'abord, des cyclones tropicaux, il n'y en a pas énormément. Ensuite, c'est très difficile à approcher, hein, ce sont des systèmes qui sont assez violents. Et puis, ensuite, c'est quand même assez délicat parce que une des dernières opérations qui avait été effectuée, le cyclone tropical a changé de direction et il s'est dirigé vers une région habitée où il y a eu pas mal de morts. Il est fort probable que la déviation n'a pas été due aux opérations. Mais qui sait. Et donc, je ne sais pas si vous voyez la responsabilité dans ce type d'opération, si vous êtes ensuite accusé d'avoir fait quelques centaines de morts ou des dégâts du type qu'on a vu en Nouvelle-Orléans après Katrina, c'est quand même assez risqué. Alors, un petit peu dans le même esprit, on a le TSPS, Thunderstorm Solar Power Satellite. En fait, c'est un concept qui utiliserait l'énergie solaire, qui passerait à travers la grosse lentille d'un satellite du type Titan 5. Donc, grosse lentille oculaire. Les rayons du soleil passent à travers, c'est transformé en un rayon micro-ondes qui serait dirigeable. Donc dirigeable vers le centre des tempêtes. Donc des ouragans, ce que vous voulez. Hein. Donc ça permettrait de réduire l'intensité de ces cellules nuageuses destructrices. Voilà, c'est le CEDB, le génie civil américain, qui met ça en place. Voilà, ça c'est voilà, le type de moyen qui peut être mis en place, le type de réflexion qui sort de la tête des techno-scientifiques. Je vous mettrai le lien de toute façon. Ouais. Et malgré tout, il y a quand même un foisonnement de nouvelles propositions qui ont été faites pour essayer de modifier ou de détourner les cyclones tropicaux, surtout des propositions donc sur papier, des simulations, soit d'essayer de créer par exemple des précipitations précoces, essayer de faire précipiter très rapidement les cumulonimbus qui se développent pour les empêcher de trop se développer. Donc ça en ensemençant par exemple avec du sel, hein, avec des particules hygroscopiques. Absorber l'eau des nuages. Alors c'est un projet qui avait été développé par une boîte qui fabrique des couches absorbantes pour bébés. Donc ils ont imaginé que les produits qu'ils utilisent, qui absorbent je ne sais plus combien de fois leur poids d'eau, pourraient être envoyés dans les nuages pour absorber l'eau des nuages et ensuite se dissoudrait dans l'eau de mer. Enfin, il fallait quand même si ces produits absorbent un très très grand nombre de fois leur poids d'eau, il aurait fallu utiliser quand même des millions de tonnes pour des systèmes comme les cyclones tropicaux. Des projets aussi pour déstabiliser la machine thermique. Alors, soit par exemple, on sait qu'un cyclone tropical puise son énergie par évaporation au niveau des océans. Donc, par exemple, essayer de créer une mer d'huile hein, en mettant de l'huile sur l'océan pour essayer d'empêcher l'évaporation. Alors, ceci dit, dans un cyclone tropical, avec les vents qu'il y a, je doute quand même que la mer d'huile tienne très très longtemps. On raconte que les marins naufragés utilisaient ce genre de méthode pour calmer la tempête. Autre méthode, essayer de réchauffer la source froide. Alors, si vous voulez, les cyclones tropicaux se développent. Il y a une source chaude, une source froide. La source chaude, c'est en bas, c'est l'océan. La source froide, c'est le sommet, hein, c'est au niveau de l'enclume des cumulonimbus. Et donc,
il y a des propositions qui sont de réchauffer l'enclume des cumulonimbus en injectant de la suie, par exemple, en fait, des particules de carbone. Alors, parmi les projets qui ont été proposés, un projet proposé par exemple par Angel en 2006, c'est de créer un nuage de parasol. Pourquoi pas mettre un gros parasol entre la Terre et le Soleil? Alors, il existe, si vous voulez, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, il existe une zone, c'est pas à côté, 1,5 million de kilomètres, il existe une zone où l'attraction terrestre est égale à l'attraction solaire. Et donc, dans cette zone-là, des particules qui sont installées pourraient rester relativement stables. Donc, ce que propose Angel, c'est d'y envoyer des disques de 60 cm de diamètre, à peu près, et pour arriver à faire un parasol, pour arriver à faire un masque. Alors, le problème, c'est qu'il faudrait quelques milliers de milliards de disques, que ces milliers de milliards de disques pèserait de l'ordre de 20 millions de tonnes et que même en envoyant à peu près de l'ordre du million à la minute, il faudra à peu près 30 ans pour les mettre en place. Donc c'est un projet sur papier. Un autre projet qui a été proposé par un certain nombre de personnes, mais en particulier par Crutzen en 2006, c'est d'essayer de faire comme les volcans. En fait, quand des volcans comme le Pinatubo ont explosé, ils ont envoyé des particules de soufre dans la stratosphère, et ces particules de soufre, ils sont restés un certain temps et ont créé un léger refroidissement de l'ensemble de la Terre de l'ordre de 0,5 degrés Celsius pendant 1 an ou 2. Et donc, les gens se sont dit, pourquoi pas essayer de simuler les volcans. Alors, certaines personnes, comme Cotton, proposent carrément de stimuler l'activité des volcans. Donc il veut pousser les volcans. D'autres personnes comme Crutzen se disent, eh bien, on pourrait peut-être envoyer directement des particules de soufre. Alors le problème, si vous voulez, de ces particules de soufre, c'est d'une part déjà qu'il faudrait un volcan comme le Pinatubo envoyer de l'ordre de 20 millions de tonnes de soufre. Donc ça veut dire qu'il faudra envoyer des quantités à peu près équivalentes tous les ans. Et ça veut dire qu'il faudrait des millions. Alors, comment est-ce qu'on les envoie? Avec des navettes, il faudrait des millions de navettes. Alors, ce que propose Crutzen, c'est des ballons stratosphériques pour envoyer les particules entre 15 et 50 km, mais il faudrait quand même des millions de ballons. Alors, parmi les problèmes qu'on peut noter, c'est des millions de ballons qui partent, ça veut dire que quelque part ils vont retomber, donc une pluie de millions de ballons. Et puis aussi l'impact du soufre. Le soufre, c'est quand même est relativement nocif, en particulier sur la santé, les pluies acides, etc. Et donc c'est un projet où les répercussions secondaires pourraient être relativement importantes. Autre projet, rendre les nuages plus réfléchissants. Donc on sait que les nuages, en particulier les nuages bas, renvoie une partie du rayonnement solaire et que la quantité de rayonnement solaire qui est renvoyée dépend du nombre de gouttelettes des nuages. Donc les nuages qui sont les nuages par exemple au-dessus des océans ont assez peu de gouttelettes et ce que propose la TAM, c'est d'augmenter le nombre de gouttelettes des nuages des océans en construisant une flotte de bateaux avec des tours qui enverraient de l'eau de mer en l'air, et en espérant que, alors soit l'eau de mer atteint les nuages, soit même si elle n'atteint pas les nuages, eh bien, lors de l'évaporation, l'eau de mer va libérer des sels, et puis il espère que ces sels eh bien, serviront ensuite de noyau de nucléation pour former des gouttes d'eau dans les nuages, et que les nuages, type stratocumulus au-dessus des océans, eh bien, auront plus de gouttes et réfléchiront plus de soleil. Donc moins de soleil qui arrive au niveau du sol. Alors parmi les problèmes que ça pourrait poser, eh bien les nuages qui ont plus de gouttes ont moins de chances de donner des précipitations et donc possibilité de perturber le cycle des précipitations, possibilité aussi de réduire peut-être les précipitations au niveau des régions côtières, donc un certain nombre de risques. Autre proposition, peindre les déserts en blanc. Alors bon, j'insisterai pas trop là-dessus parce que c'est pas quelque chose qui paraît très réaliste et ni très important au niveau des quantités d'énergie qui pourraient être
être renvoyé de cette façon-là. Par contre, il y a d'autres projets à plus petite échelle qui peuvent être plus intéressants. C'est des projets de peindre les toits et les murs des villes en blanc pour éviter la bulle. Vous savez qu'au-dessus des villes, il y a une bulle de chaleur parce que le rayonnement solaire est piégé à la fois par la brique, par le béton. Et quelquefois, en ville, on a des températures qui peuvent être de 6, 7, 8 degrés supérieures aux campagnes environnantes. Donc des projets de peindre les murs et les toits en blanc. Mais ça ne joue pas sur le climat. Ou de végétaliser les toits. Il y a un grand projet à Paris de végétalisation des toits. Après, le deuxième problème, c'est qu'il faut arroser la végétation. Alors, autre possibilité, autre projet, donc tenter de réduire l'effet de serre. Alors, il y a des propositions, par exemple, de dissiper les voiles de cirrus et les traînées de condensation. Globalement, si vous voulez, les nuages, si on prend l'ensemble des nuages, ils sont considérés comme ayant plutôt un effet de parasol. Si vous voulez, si on revient sur les nuages, les nuages renvoient une partie du rayonnement solaire et donc ont tendance à refroidir. On le sait parce que la journée, quand il y a des nuages, il fait moins chaud que quand il n'y en a pas. Par contre, les nuages ont tendance aussi à retenir une partie du rayonnement terrestre. Et on le sait puisque la nuit, on sait très bien qu'il fait beaucoup plus chaud quand il y a des nuages que quand il n'y en a pas. Donc d'un côté, ils renvoient le rayonnement solaire, donc ils empêchent la Terre de se réchauffer. De l'autre, ils gardent le rayonnement terrestre, donc ils font que la Terre se refroidit. Donc il y a deux effets opposés, non, se réchauffe, pardon. Il y a deux effets opposés, et lequel gagne? Alors en fait, globalement, on considère que l'ensemble des nuages a tendance plutôt à jouer l'effet parasol, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à empêcher le réchauffement de la Terre. Par contre, tous les nuages ne jouent pas le même rôle. Les nuages bas de type stratocumulus joueraient plutôt un effet parasol, alors que les nuages hauts de type cirrus joueraient plutôt un effet de serre, le rôle d'effet de serre. Donc là, le projet, c'est de dire, essayons de dissiper les cirrus et les traînées de condensation en les ensemençant avec de la suie, du carbone, de façon à ce que ces particules récupèrent de l'énergie solaire, réchauffent les nuages, et par réchauffage font en sorte que les nuages se dissipent. Alors le problème un peu qu'on va rencontrer dans ce type de proposition, c'est qu'il faudrait utiliser des milliers de tonnes ou des millions de tonnes de suie qui ensuite va se répercuter dans l'atmosphère, va tomber sur le sol. Je ne sais pas ce que ça risque de donner ensuite, mais ça peut avoir des effets conséquents. Que signifie géo-ingénierie ? Nous pensons à une intervention délibérée à grande échelle sur notre écosystème. Beaucoup de projets de géo-ingénierie ont été débattus et l'exemple classique, c'est d'injecter des particules réfléchissantes dans l'atmosphère. Réfléchir à la question de l'aluminium est loin d'être stupide. Il y a eu beaucoup de travaux sur les conséquences environnementales de la présence d'aluminium dans la stratosphère. Contrairement au soufre, l'aluminium a 4 fois plus de volume pour renforcer les petites particules. Vous avez 4 fois plus de surface pour le même niveau de forçage radiatif. Le taux de coagulation est 16 fois moindre, donc ça s'élimine rapidement. On pense même pouvoir le faire avec des masses encore plus réduites. C'est pourquoi nous entendons souvent parler d'aluminium. Ils en parlent dans le brevet de Hug Aircraft de 1989. Dans les échantillons d'eau de surface, le taux d'aluminium augmente. Et voilà David Case qui annonce que l'aluminium a 4 fois plus de réflexion. Donc, on devait parler du soufre. Mais au lieu de cela, ils ont laissé entendre que l'aluminium est 4 fois plus adapté à leur objectif. Il semble qu'ils ne veulent pas que nous connaissions les effets. Voici une étude sur la nanofabrication montrant qu'avec un avion basique, vous pouvez créer des particules d'aluminium de haute qualité. Asperger cette vapeur d'aluminium, on doit pouvoir le faire en théorie. Beaucoup de publications ont déjà examiné la question. Et vous pouvez soit construire de nouveaux avions, ou alors simplement modifier les avions actuels. Allez dans une firme d'ingénierie et demandez-leur. Ils ne vont pas répondre que c'est plus compliqué que d'habitude, ils vont vous répondre qu'ils peuvent le faire. La géo-ingénierie par aérosol n'est pas très chère, donc pour mettre cela en œuvre, ce sera plutôt une évaluation des risques qu'une histoire de prix. Le risque de le faire contre le risque de ne pas le faire.
Les politiques auront du coup beaucoup plus de mal à faire le bon choix. Je crois que plus nous ferons de recherches, moins ce semblera facile, car les effets sur l'environnement apparaîtront compliqués. Que cela semble facile aujourd'hui est une bonne chose. Je crois que si nous faisons plus de recherches, nous allons vraisemblablement nous apercevoir que c'était plus compliqué que nous le pensions, que gérer les effets indésirables sera plus difficile que prévu. Il serait plus aisé qu'il n'y ait que des effets bénéfiques, mais bien sûr, la réaction opposée est possible. C'est une question empirique. Comment les gens vont réagir en apprenant ça? Vont-ils se dire que nous devrions être plus sérieux au sujet du CO2 dans l'atmosphère, ou que nous ne sommes que des scientifiques fêlés préoccupés par le CO2 dans l'atmosphère? Et d'ailleurs, ça n'est pas vraiment hypothéquer le futur, c'est plutôt agir pour nos petits-enfants. Le CARB, Comité de Californie pour la recherche sur les ressources en air, ainsi que d'autres cercles d'études, considère les particules de taille inférieure au micron comme particulièrement dangereuses pour la respiration humaine. Dans toutes les discussions actuelles, je n'ai jamais entendu de citation sur ce sujet. Est-ce qu'on a analysé les effets et les retombées de ces matériaux comme l'aluminium hautement réactif pour la toxicité des sols et des eaux? S'ils sont présents dans l'atmosphère, quels seront les effets de ces matériaux sur la santé humaine, en particulier les petites particules d'aluminium? C'est ça la bonne question. Mes collaborateurs de Carnegie Mellon se sont focalisés sur l'impact de ce plan d'aérosol sur la santé humaine. Nous ne l'avons pas publié car nous nous consacrons à notre étude. Noir sur blanc, le calcul de l'ordre de grandeur par des experts en toxicologie montre que l'aluminium ainsi que d'autres particules possèdent beaucoup d'aspects toxicologiques qui doivent être étudiés sérieusement. Pensez aux grandes quantités de particules et leur impact sur la santé humaine. Même si on ne l'a pas publié, trouver la réponse est loin d'être un problème. Question. Pour clarifier, déverser 10 mégatonnes d'aluminium dans l'atmosphère n'aura aucun impact sur la santé humaine selon vous? Il faut que je fasse bien attention ici, séparer la question toxicologique de l'aluminium. Nous n'avons fait que commencer à chercher et nous n'avons rien publié. Rapport USAF, toxicité des nanoparticules d'aluminium. Interaction cellulaire de différentes formes de nanoparticules d'aluminium chez le rat. Lui, il pose la question. Disperser 10 à 20 mégatonnes d'aluminium n'aura aucun effet sur la santé. Et l'autre, il a rempli ses poumons, dégluti et a dit « Il faut que je fasse bien attention ici, nous n'avons rien fait de sérieux sur l'alumine et il pourrait y avoir quelque chose de terrible demain que nous n'avons pas encore étudié. » Donc en termes de brevet, on a aussi celui-ci. On entend souvent parler celui de Felspark, de Hughes Aircraft. Et là, pareil, on a une méthode pour précipiter l'eau qui est dans l'atmosphère avec des multicomposants d'aérosols, inclus de l'iodure, silver iodine, donc iodure d'argent, iode, iodate, périodate, de métaux alcalins, du plomb, du cuivre, du barium, de l'ammonium, du chrome de barium, des oxydants, comme de l'ammonium perchlorate, dans les carburants, comme le polyphénylène, phénolformaldéhyde, résine, époxyne résine, shellback mixture, des mélanges de tout type, des compositions qui peuvent être brûlées et qui produisent des aérosols efficaces. Pour augmenter les pluies, vous avez tout le détail avec les pourcentages, les différents brevets associés, ainsi de suite. Voilà, puis on a aussi des études complètes comme celle-ci faite par Aurora, qui est un spécialiste de l'aéronautique, en contact avec l'université de Calgary au Canada. Voilà. Différentes universités aux États-Unis. Et qui vous, donc là on a le sommaire, qu'est-ce que la géo-ingénierie, introduction de cette étude, considération de l'efficacité de la dispersion chimique dans l'atmosphère. Voilà, vous avez 86 pages complètes
L'utilisation des avions pour ce faire, le type de propulsion, les airships, donc on pourrait aussi utiliser éventuellement des ballons dirigeables un petit peu. Il y a aussi les choses qui ne volent pas comme les roquettes, les canons, voilà, des types de plateformes et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est très très technique. Voilà, on nous dit que les Boeing 747 ça peuvent être de très bons avions pour se faire, avec des coûts particulièrement réduits, parce que là c'est vraiment une étude de coûts et de faisabilité sur ce projet là. Voilà, les types, les distances, les chambres de combustion, comment apporter les produits, à quel endroit, comment ça ressort, ainsi de suite. Pareil, je vous mettrai le lien dessous. Comment se comportent les accélérations, l'augmentation des accélérations à travers l'injection d'acide sulfurique. Voilà. On parle de soufre juste avant dans la vidéo à plusieurs reprises. Le type d'avion, les marques, les C-17, les 747. Type de modification, combien ça coûte. Installation de réservoirs, de dispensers, donc de dispersants, enfin de techniques des drains pour disperser tout ça dans l'atmosphère. Modification des réservoirs pour transporter le surplus, et ainsi de suite, la charge. Voilà, le tout en images. Et apparemment, ça coûte pas très cher. Bon, c'est en anglais, mais c'est plus que réalisable, ça ne coûte pas cher. Tout est faisable en termes de géo-ingénierie, de dispersion d'aérosols et de produits chimiques dans l'atmosphère. Allez, on continue. À Berlin, une équipe de recherche franco-allemande utilise pour la première fois un laser de forte puissance pour tenter de guider des décharges électriques de très haute tension. Baptisé TerraMobile, ce laser a été installé dans un conteneur facilement déplaçable sur différents sites. Sa mobilité et sa puissance de 5 TW, soit 5000 milliards de watts, en font un instrument unique au monde qui ouvre de nombreux champs d'exploration. Une application très importante de ce système TerraMobile est d'utiliser ces impulsions térawatts très intenses dans l'atmosphère pour prévenir la foudre. Alors comment ça se passe? Simplement, quand cette impulsion se propage dans l'atmosphère, elle est auto-guidée, elle génère de la lumière blanche, mais en plus elle ionise légèrement l'air, c'est-à-dire elle génère des charges le long de sa trajectoire, de telle sorte qu'elle forme une sorte de filament conducteur qu'on pourrait utiliser pour décharger les nuages. Alors comment est-ce qu'on peut réaliser une expérience qui simule la foudre en laboratoire? Tout d'abord, vous avez besoin d'un nuage extrêmement chargé électriquement, avec très très haute tension. Donc pour charger un nuage de manière très importante, vous avez besoin d'un générateur haute tension. Et là, vous avez un générateur qui permet d'atteindre des tensions de 2 millions de volts tout là-haut, et qui donc va nous permettre de charger notre nuage. Évidemment, il faut faire extrêmement attention, il faut de la place autour, il faut aucune surface métallique tout autour. Ces 2 millions de volts sont transportés par ce câble au travers ces tores ici, jusqu'à cette grande électrode tout là-bas. Voilà, et cette grande électrode ici,
c'est notre nuage virtuel qui est chargé maintenant avec 2 millions de volts et qui regarde en face d'elle la Terre. Cette électrode ici représente la Terre avec par exemple devant vous un paratonnerre. Et ce qu'on va essayer de caractériser, c'est la manière dans laquelle la foudre va se propager de ce nuage à la Terre entre ces deux électrodes. D'une manière habituelle, naturelle, ce qui se passe, c'est que vous avez la foudre qui peut commencer à n'importe quel endroit de cette électrode, de ce nuage, et venir se propager contre la Terre à n'importe quel endroit. Alors, ce qu'on essaye de faire à présent, c'est diriger la foudre à l'aide de notre faisceau laser, c'est-à-dire passer actuellement entre cette électrode ici et celle-ci, par ce petit trou, et venir diriger la foudre directement sur le paratonnerre. Après 4 ans d'essais en laboratoire, les données accumulées permettent d'envisager le premier test de guidage de foudre en grandeur nature. C'est au Nouveau-Mexique, où la fréquence des orages est très élevée en été, que les scientifiques ont décidé de tenter l'expérience. Dans un environnement sécurisé, le laboratoire Langmuir, spécialisé dans l'étude des phénomènes de foudre depuis 40 ans, met à la disposition des chercheurs l'ensemble de ses installations et appareils de mesure. On est ici sur le site de l'expérience. On a acheminé au mois de juillet le Terramobile depuis Berlin jusqu'ici, au sommet du South Baldy à 3200 mètres d'altitude. Et on l'a installé dans la halle d'expérience qui est derrière moi. Alors on est ici à l'intérieur de la halle qui a été construite entièrement en métal pour être une cage de Faraday qui protège les gens qui travaillent ici. Et à l'abri, on a installé le Terramobile qui émet son faisceau à travers ce tube pour assurer la sécurité laser. Et il l'émet à travers ce trou qu'on voit là dans le toit en direction des nuages. Un réseau d'antennes et de capteurs enregistre en permanence l'état du champ électrique entre le sol et les nuages. L'augmentation de ce champ, induite par l'arrivée de l'orage, constitue le paramètre clé pour déclencher un tir laser. Dans un nuage d'orage, les frottements violents entre les gouttelettes d'eau et les cristaux de glace créent de l'électricité statique. Un champ électrique se forme alors entre le sol et la base du nuage. Lorsque ce champ est assez élevé, une prédécharge de faible intensité, qu'on appelle traceur, apparaît et se divise en plusieurs branches. Elle peut venir du nuage et progresser en direction du sol, ou inversement. Lorsque les traceurs du nuage rejoignent ceux du sol, il se forme un canal ionisé par lequel une première décharge s'effectue, suivie de plusieurs autres. Avec le Terramobile, les chercheurs tentent de faire jouer au filament laser le rôle d'un traceur pour que la foudre s'y engouffre. Jérôme ? Dis, ça en est où le champ électrique là, au niveau du sol? Attends, je vais voir. Il y a eu quelques bursts à 1 kV par mètre. Et là, ça monte avec un burst qui est monté à 3. Ah bah c'est bon signe ça alors. Ça a l'air, ouais. Et si tu regardes l'image radar, elle est pas mal aussi. Ok, je vais jeter un coup d'œil. Merci Jérôme.
Là, c'est bon? La Guillaume, c'est allumé? Le passage du laboratoire au test en vraie grandeur est toujours une étape délicate et incertaine. La météo a malheureusement déjoué tous les pronostics avec seulement 3 orages d'à peine 1 heure en 4 semaines de campagne. Les chercheurs n'ont pas pu tester en si peu de temps tous les paramètres pour guider la foudre. Après une analyse des données, il apparaît désormais indispensable, pour plus d'efficacité, d'associer au Terramobile une instrumentation complémentaire. Donc on a vu dans cette petite vidéo du CNRS que j'ai remonté rapidement qu'on tente de déclencher la foudre, la contrôler. Et justement à ce sujet, il y a un document qu'on trouve sur le site diplomatique France-Allemagne. Un petit article dont le titre est « Un laser franco-allemand pour faire la pluie et le beau temps ». Donc il parle bien du Terramobile. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on a vu en expérience. C'est efficace. Là on est en 2010, donc il y a un peu plus d'avance. En éclairant le ciel avec des impulsions ultra courtes d'une durée de 60 femtosecondes et espacées d'un dixième de seconde, les chercheurs ont observé la formation de faisceaux de condensation dans l'air, un peu à la manière des traînées de condensation qu'on observe dans le sillage des avions. Mais que les choses soient claires, les Berlinois n'ont rien vu des infimes gouttelettes condensées par laser. Il a fallu un système de détection par laser type LIDAR. Selon les chercheurs, l'énergie du laser de puissance stimulerait des réactions chimiques capables de produire des poussières sur lesquelles la vapeur d'eau vient se condenser en gouttes, donc créer la pluie. Voilà, on est en 2010. Créer la pluie avec du laser, déclencher les orages et faire tout ce qu'on veut. Et donc à ce sujet-là, sur une université à Genève, sur leur site, ils parlent du Terramobile 2. Voilà, donc là carrément, ils parlent donc de son ancêtre, le Terramobile utilise, analyse depuis plus de 10 ans la composition de l'atmosphère et provoque des éclairs en laboratoire. Et à l'extérieur, vous avez vu, son successeur, le Terramobile 2, pourrait faire pleuvoir, tomber la foudre et arrêter les tornades s'il est construit. Vous avez vu la vidéo précédente où ils utilisent des satellites pour détruire des tornades. Vous imaginez bien qu'avec la lumière du soleil, on pourrait facilement créer un laser de très haute puissance. Voilà, mais c'est bien dans ces termes qu'il décrit les objectifs de son dernier projet de recherche, le Center of Weather Modulation. Voilà, donc, contrôler le temps par le laser en stimulant, en ionisant la basse atmosphère et les nuages. Et donc, à ce sujet des ions dans l'atmosphère, sur le point, on pouvait trouver en 2011 un exploit climatique où on a fait pleuvoir dans le désert. Un procédé capable de déclencher des pluies en plein désert aurait été expérimenté près d'Abu Dhabi. C'est une révolution. Sponsorisé par les Émirats Arabes Unis, on a des jolis avions, des jolis A380 de chez eux qui nous vaporisent en général. Voilà. Donc en elle-même, une pluie artificielle n'a rien de nouveau. On est bien d'accord, vous avez vu les 2 premiers épisodes. Il
existe déjà plusieurs procédés pour déclencher la pluie lorsque les nuages sont déjà là. Mais c'est la première fois qu'une technologie parviendrait à tirer des larmes d'un ciel bleu azur. Voyons ce miracle d'un peu plus près. Et donc c'est une firme suisse qui s'appelle Metro System International qui utilise des ionisateurs géants. Donc une fois dans l'air, les particules ionisées agglomèrent autour d'elles de microscopiques grains de poussière avant de s'envoler vers le ciel, entraînés par la convection naturelle, la chaleur qui permet aux particules de monter. Une fois l'altitude de formation des nuages atteinte, ces poussières chargées négativement font leur boulot habituel. Elles condensent sur elles l'humidité atmosphérique jusqu'à former de grosses gouttes qui n'ont alors plus aucune idée en tête que de se précipiter sur le sol. Alléluia, il pleut en plein désert. Donc apparemment ça ne coûte rien du tout, ou pas grand chose. Voilà. Et là vous avez un petit schéma avec les petites antennes. Mais vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et il y a une société australienne qui est spécialisée là-dedans. On va aller faire un petit tour chez eux. Et donc nous voici en Australie, chez Australian Rain Technologies, une société qui propose le système Atlante. Voilà, c'est ces petites antennes que vous voyez en fond. Il y a une animation qui va se mettre en place, vous allez voir. Et le système Atlante qui augmente les précipitations en ionisant les nuages. Un peu dans le même procédé que le laser tout à l'heure. Je vais vous montrer quelques petites photos de chez eux. Voilà, il y a des installations un petit peu de partout. Et donc c'est les mêmes procédés qui ont été utilisés en Arabie Saoudite par la société suisse pour faire pleuvoir dans un ciel complètement bleu, juste en ionisant l'atmosphère. Apparemment les ions négatifs ne sont pas mauvais pour la santé. Les ions positifs, c'est une autre histoire. J'essaierai de traduire la vidéo qui est là, je la mettrai en aparté. Vous verrez, c'est intéressant parce qu'ils veulent simplement sauver le monde et que tout le monde puisse avoir à boire et de l'eau douce sur la planète. Voilà, chacun pense ce qu'il veut. Donc après, on va faire juste un petit tour. Il y a le programme Saga qui a été mis en place au Burkina Faso, un programme d'ensemencement des nuages assez important. Ils sont contents, depuis 1998, ils font pleuvoir avec les techniques qui ont été inventées aux États-Unis dans les années 50, augmentation de la pluie, lutte contre la grêle, lutte contre le brouillard, le dur d'argent, la glace sèche, donc dry ice, qui accélère le processus de formation de la glace dans les nuages, des agents hygroscopiques, chlorure de potassium, on peut penser au barium aussi, c'est bien efficace, augmenter la taille des gouttelettes d'eau qui existent déjà dans les nuages en les faisant doubler ou tripler de volume pour atteindre le stade de la précipitation. Ces agents chimiques sont déversés dans les nuages par le biais de vecteurs qui peuvent être soit des avions qui ensemencent directement les nuages à la base ou au sommet, il y a différentes altitudes, autour des nuages, ou des générateurs qui ensemencent à partir du sol, voilà, comme nos canons vers chez nous. Qui est-ce qui donne la main pour ces programmes? La météorologie nationale, les ressources hydrauliques, directeur général de l'hydraulique agricole, l'armée de l'air bien sûr, la gendarmerie nationale, un peu leur CNRS à eux, l'université de Ouagadougou, dans la coordination nationale, donc on retrouve l'armée de l'air, la météo, la gendarmerie, la direction générale de l'inventaire des ressources hydrauliques, et ainsi de suite. Bon, voilà. En Afrique, ils sont au top de la technologie, et nous, les traînées dans le ciel, n'ont rien à voir avec tout ça, c'est que de la condensation. Donc, le programme Saga est dû à une collaboration précédemment avec le Maroc. Donc c'est un programme de 1984 organisé par le roi Hassan II pour lutter contre la sécheresse. Donc différents moyens, comme les moyens aériens, on retrouve des avions de chasse,
avec les systèmes pour disperser, et ainsi de suite, les cartouches, voilà, tout ce que vous voulez. Voilà, un peu plus en détail. Voilà, on intervient dans la météo, on gère tout ça, ils sont très contents. Et récemment, ils ont donc formé le Sénégal, qui remercie d'ailleurs grandement le Maroc pour les programmes Algate, le plus provoqué, le programme Bawan aussi, qui veut dire plus abondante en Wolof. Voilà, un programme qui a très bien marché, augmentation de tel pourcentage des précipitations par rapport aux années précédentes. Tout le monde est très content et d'ailleurs ils sont tellement contents que ça pourrait être utilisé pour d'autres pays, donc la Mauritanie, le Niger, la Gambie, Cap-Vert, Cameroun. Voilà, tout le monde veut ces ensemencements de nuages, gérer le climat dans tous les sens. Voilà, on pourrait parler de HARP, on pourrait parler de pas mal de choses, des systèmes de radar Aramis, radar Soura pour la Russie, radar système ECAT d'observation de la ionosphère pour l'Europe. Voilà, on se fait berner, le climat bien sûr qu'il est maîtrisé parce que ça fait 100 ans qu'ils ont envie de le maîtriser et que rien ne les empêche. Les technologies sont présentes, sont efficaces et bien sûr les chemtrails en font partie. Peut-être que je ferai version 4 de l'histoire de la modification climatique avec ces détails-là. On verra bien. Pour l'instant, j'espère que celui-ci vous contentera pour quelques jours.